Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À maman, à papa. À Lamine mon frère. Si seulement l'homme pouvait disposer. Que le paradis soit votre demeure éternelle. Remerciements. À Mariem, la belle étoile à mes côtés. Pour que vive, pour toujours le pacte des RASKAM. À Worembo, notre deuxième mère. Ta vie est un bel enseignement, une belle preuve de fidélité à Mamadou Dramé. À ma famille. Sa foi et son espoir seront toujours une source de motivation intarissable. Au professeur El Hadj Rawan Mebaye dont l'encadrement m'a été et pour toujours, d'un incommensurable apport. À tous les chefs religieux, érudits et professeurs pour avoir accepté les échanges que ce travail m'imposait. À SM Khalifa Touré, El Hadj Malik Sigay, Leroux Dramé, Dr Ibrahim Allo, Alioune Ndiaye, Amadou Sano, Ibrahima Sano, Abdoulaye Diallo, Tahir Fall, Makati Diop, Mamadou Dieng, Mariem K. Vos lectures et suggestions ont été à plus d'un titre, très bénéfiques à ce travail. À mes amis, frères et maîtres. Vos constantes exhortations renforceront toujours mon élan et ma détermination à témoigner pour aujourd'hui et demain. À tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé au résultat de ce travail. Je témoigne ma profonde reconnaissance et adresse mes plus sincères remerciements. Préface. La littérature portant sur les confréries religieuses, individuellement ou collectivement, est tellement abondante que l'on peut s'interroger avec juste raison sur l'utilité ethnographique ou théorique d'un ouvrage supplémentaire sur ce même thème. Hagiographique et partisane, critique et dénonciatrice ou tout simplement se réclamant de la rigueur et de l'objectivité, académique ou théologique, cette littérature couvre tous les domaines, de l'économique, à la géographie et au politique, en passant par l'organisation de l'espace urbain, les réseaux de solidarité commerciale et de migration de communautés religieuses mobiles. Domine bien sûr, particulièrement dans les recherches universitaires, les productions intellectuelles et visuelles portant sur les interventions politiques et les accent aigu interprétations physiques, architecturales, sonores et vestimentaires des leaders confrériques et de leurs talibés, dans les espaces politiques et publics. En s'affichant ainsi, les leaders confrériques signalent une puissance réelle ou supposée, pour négocier avec les pouvoirs publics et économiques, accumuler des gains matériels et s'aménager une place imprenable dans l'architecture politique et administrative de l'État sénégalais. Le livre de Saliou Dramé n'est donc pas le premier livre sur les confréries religieuses sénégalaises. En revanche, son originalité repose sur l'interrogation qui organise son économie. Il explore la place de l'appartenance confrérique du musulman sénégalais, et son impact sur la conduite de sa vie morale et de ses activités dans les registres religieux, politiques, économiques, sociales et culturels. S'appuyant sur une variété de sources, l'ouvrage rend compte de la manière la plus succincte et la plus documentée possible des modes et modalités d'affiliation confrérique et de leurs conséquences sur les pratiques de l'homme. Malheureusement, la femme semble être négligée dans ce travail sénégalais. De quelle manière l'affiliation confrérique façonne-t-elle le comportement religieux et social du Taalib ? La mission que l'auteur s'est assignée a été d'explorer la dimension la plus intime de la croyance religieuse du Taalib et de son guide. Le produit mis à notre disposition est autant une ethnographie qu'une histoire intellectuelle des communautés constituées par les Taalib. Ouvrant son livre sur l'identification des facteurs qui ont facilité l'implantation et la permanence de l'ordre confrérique dans le paysage religieux et politique sénégalais, Dramé apporte des éléments de réponse qui contribuent très fortement au débat sur les origines des confréries, les prophéties et ou les pédagogies des fondateurs. Ont-ils tous voulu véritablement mettre en place les infrastructures, l'administration, les idéologies et les modes d'affichage qui ont vocation de distinguer les turuks, pluriel de tarika, telle est aussi une des nombreuses questions à laquelle s'intéresse Dramé, mais aussi les rapports complexes entre elles, leur complicité et compétition économique, politique, religieuse et les relations et leurs conséquences entre allégeance confrérique et citoyenneté. Ce travail sur la généalogie des confréries recadre l'histoire du Sénégal pour y inscrire une interprétation de leur succès. L'enquête est passionnante. Elle est menée en fouillant les sources primaires et secondaires, les bibliothèques coloniales et indigènes arabophones,
les orientalistes qui ont théorisé l'islam noir, les études académiques anglophones et francophones, les nombreux articles et débats dans la presse audiovisuelle et écrite auxquels il faut ajouter, et c'est l'une des grandes richesses de l'ouvrage de Dramé, des entretiens avec des acteurs confrériques et non confrériques, des chercheurs et des observateurs de la scène politique, sociale et culturelle sénégalaise. En restant attentif aux sources mystiques et doctrinales des littératures religieuses internes et externes, de leur traitement exégétique parasité ou non par l'environnement spirituel et culturel de leur mise en œuvre, aux formes pratiques de mobilisation et de mise en mouvement des ta'alib, Dramé nous offre une saisissante sociologie de l'appartenance confrérique, de ses tours et détours, ses compromissions, politiques et économiques, ses engagements et investissements autonomistes, ses conflits intra- et interconfrériques et sa résistance, pour le moment victorieuse face aux assauts répétés de l'islam réformiste et des mouvements qualifiés d'islamistes. La lecture croisée des sources arabes, internes et externes, des ethnographies orientalistes et de la littérature académique, ouvre sur une réflexion très riche sur les origines du soufisme et les différentes interprétations relatives à sa naissance. En opérant de la sorte, Dramé propose une analyse très équilibrée des thèses des détracteurs et défenseurs du soufisme, de l'affiliation confrérique et des pratiques mystiques. En suivant à la trace les bases intellectuelles et mystiques de la formation des communautés rituelles confrériques et de la mise en place de leur architecture institutionnelle, des idiomes et logiques qui président à leur gouvernance et mode d'identification et de présence dans l'espace public, Dramé dégage la mystique suffit de l'institution confrérique en l'inscrivant dans une géographie et un territoire philosophique et religieux qui débordent largement du Sénégal. Il s'interroge précisément sur les dérapages de la filiation entre la doctrine suffit et les pratiques confrériques face à la mystique dans ses formes et formules, les principales étapes de l'itinéraire mystique et leur mise à l'épreuve sénégalaise, les projets religieux ou communautaires des fondateurs tels qu'ils apparaissent dans leurs écrits et les infrastructures confrériques mises en place par leurs héritiers, pour dissocier l'approche mystique de l'appartenance confrérique. En insistant sur le caractère conditionnel de la relation qui lie le marabout au disciple, Dramé retrace avec une grande précision les conflits marabout-ta'alib, pour signaler l'esprit de liberté et d'indépendance qui semble avoir caractérisé le soufisme sénégalais, conformément, écrit-il, à la doctrine suffit qui s'accommode mal de la hiérarchie et de l'autoritarisme. Mettant face à face les règles et codes qui administrent et signent les relations du postulant le muride, voyageur novice, et son guide et maître spirituel et les pratiques indigènes confrériques sénégalaises, Dramé établit avec une grande clarté les bases intellectuelles et coraniques de celles-ci, aidant ainsi à mesurer les écarts et concordances entre les sources et ressources suffis et leur mise en œuvre au Sénégal. Il procède ainsi à une mise à nu rafraîchissante qui établit les droits et devoirs du guide religieux et du disciple par une présentation de la charte de chacun des partenaires, et permet d'apprécier la conduite du guide et ses éventuelles dérives. De nombreuses illustrations accompagnent la réflexion. Il met aussi à la disposition du lecteur la parole des marabouts, chefs de confrérie, pour remettre en cause la double pratique, de l'institutionnalisation de leurs engagements et interventions dans le champ religieux et de la succession de père en fils, distinguant au passage, mission prophétique, celle de l'imam Oulay, mystique, Amadou Bamba Mbaké, et pédagogique, El Hadj Malick Sy, à travers une passionnante enquête biographique. Tout à tour sereine, enjouée, provocatrice et polémique, dans le ton, les analyses articulent parfois les appréciations contestables d'orientalistes, tels que Paul Marty, et les informations biographiques mises à la disposition du lecteur. Dramé, aidé par une belle plume, propose avec conviction et rigueur une lecture des mises à l'épreuve tactiques et stratégiques de l'affiliation confrérique, de ses attributs et des différentes justifications qui l'accompagnent. Sa réflexion déborde des frontières confrériques pour étudier attentivement les mouvements islamiques et réformistes, en prêtant une attention particulière à leur structure, leur grammaire idéologique mais aussi leur critique des confréries suffis. Un livre indispensable pour qui veut comprendre les détours et dérives de la démocratie sénégalaise, les contestations et conflits d'inspiration religieuse relatifs au leadership confrérique et à la compétition qui semble organiser aujourd'hui leurs relations, et probablement les conditions de la refondation des communautés politiques et civiques au niveau des collectivités locales, de la communauté nationale et des associations transnationales sénégalaises. Professeur Mamadou Diouf.
Columbia University. New York City. Avant-propos. Cette étude sur le musulman sénégalais face à l'appartenance confrérique ne pouvait se réaliser sans réflexion, ne serait-ce que sommaire, sur les confréries du Sénégal et sur leurs principaux guides. Cependant, faute de pouvoir réaliser ce projet sur tous les guides et toutes les confréries, nous avons systématiquement choisi de porter notre réflexion sur les cheikhes et les ordres les plus célèbres. Il s'agit des cheikhes Amadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Bou Kounta et Seydina Limamou Laye avec leurs ordres respectifs. Les cheikhes tels que Abdoulaye ou Ibrahima Niass, Mohamed Saïd Ba, Younous Haïdara et les autres que nous n'avons pas directement présentés n'ont pas démérité. Nous avons invariablement appliqué, sur chacun des cheikhes qui ont retenu notre attention, les termes fondateurs et propagateurs de confréries, bien qu'il soit évident qu'El Hadj Malick Sy et Bou Kounta sont plutôt des propagateurs d'ordre qu'ils ont trouvés sur place. Mais en procédant de la sorte, nous avons tout simplement voulu répondre à l'imaginaire du type sénégalais moyen, principal objet de notre étude, qui semble leur donner une dimension de fondateur de confrérie. Par ailleurs, nous avons suivi étroitement le type sénégalais musulman dans ses comportements religieux, socioculturels, politiques et économiques quotidiens suivant son appartenance confrérique. Pour ce faire, nous avons dû avoir recours à des domaines de recherche et des champs d'analyse différents et variés. Et tout en essayant de maintenir le même niveau d'analyse, nous nous sommes efforcés de les articuler harmonieusement pour mieux situer notre homme, le musulman sénégalais, par rapport aux impacts que son affiliation dans une confrérie peut avoir sur lui. C'est pourquoi, malgré la spécificité de notre sujet foncièrement inscrit dans la perspective d'études islamiques, nous ne pouvions manquer, surtout dans l'étude des modes d'affiliation confrérique dans la deuxième partie et des implications de l'appartenance confrérique dans la vie du disciple dans la troisième partie, d'emprunter à la fois les instruments du sociologue, du politologue et même du journaliste. Sans cela, il nous serait difficile d'appréhender notre homme pour appliquer sur lui les résultats de nos recherches sur le plan islamique. Ce qui explique la convergence de plusieurs disciplines dans cette partie du travail. Aussi, pour que ce sujet soit traité avec assez d'informations en collant à la réalité scientifique, avons-nous procédé à la lecture et à l'exploitation d'ouvrages classiques et modernes, écrits en arabe, en français ou en anglais, touchant à notre sujet. Nous avons de même réalisé des entretiens avec des chefs religieux, des imams ainsi que des universitaires, mené des enquêtes auprès des affiliés dans les confréries dans différentes localités, et nous avons consulté certains documents au niveau des Archives nationales du Sénégal, et des manuscrits au département d'islamologie de l'Institut fondamental d'Afrique noire IFAN. Pour les documents de source arabe, nous avons, pour citer leurs auteurs, utilisé la traduction française quand elle était disponible ou au besoin nous avons nous-mêmes assuré la traduction de ce qui nous intéressait. Quant à la transcription des noms propres, des termes techniques et des vocables arabes, nous avons utilisé le système de la Société asiatique de Paris qui se veut phonétique en rendant chaque phonème par un seul signe. Aussi, avons-nous parfois employé certains mots wolofs quand il nous paraissait donner plus de portée à notre propos. Enfin, nous nous sommes attelés à suivre le musulman sénégalais dans l'intimité de sa croyance religieuse en essayant de révéler le fondement idéologique de sa pensée, la pertinence ou l'arbitraire du choix de son appartenance confrérique, les rapports entre son comportement quotidien avec cette appartenance et ses motivations quand il choisit de ne pas s'affilier à un ordre. Introduction générale. L'islam au Sénégal se dessine sous un paysage essentiellement confrérique. Les confréries y marquent considérablement le système religieux. Pourtant, leur implantation y est très récente eu égard à la présence et au cheminement historique de l'islam dans le pays. Les pionniers de l'islam maraboutique, dont l'action est caractérisée par le succès, ont su mieux que les tenants de l'islam élitiste ou guerrier faire remarquablement étendre les échos du message islamique et l'adapter solidement aux réalités du terroir. Ainsi, avec la force de leur charisme et l'aura de leur image de sainteté, l'attachement à l'islam s'offre pour beaucoup sous un visage nouveau. Il se définit par rapport à l'affiliation à un ordre qu'ils ont fondé, ou largement propagé. Dès lors,
Les confréries ont sous leur férule suscité une fervente adhésion de la plupart des musulmans sénégalais qui s'organisent autour d'un personnage central avec parfois un culte et une vénération exceptionnelle. Le musulman sénégalais semble accorder plus d'intérêt au guide spirituel ou au cheikh, à son apologie et à sa mystification qu'à l'effort de connaître et à la stricte observance des obligations religieuses. C'est pourquoi être musulman au Sénégal signifierait être apparenté à une confrérie, ou vivre sous la tutelle d'un guide spirituel, le marabout. En vertu de cet état de fait, le commun des Sénégalais s'imaginerait difficilement dans l'islam en dehors de la confrérie. Il définit et perçoit l'autre par son affiliation à une confrérie, et non suivant son identité de musulman ayant seulement foi au message coranique et en la tradition prophétique. Telle est la réalité qui sous-tend profondément la vie religieuse, voire sociale, politique et économique du Sénégal. De même, elle façonne le comportement de nombreux musulmans. Et pour cause, elle ne saurait échapper à l'attention des chercheurs. Aussi, a-t-elle fait l'objet de plusieurs études dont certaines représentent des travaux d'une profondeur remarquable. Il peut donc sembler rébarbatif de s'y intéresser encore. Penser ainsi, c'est ne pas considérer la complexité de la question et la profondeur de ses dimensions non encore explorées. Qui plus est, l'actualité de l'islam au Sénégal avec l'interférence du religieux et du politique, les clivages confrériques, et les exigences de son avenir justifient la pertinence de se pencher exclusivement sur le phénomène de l'appartenance confrérique. Il sera donc essentiellement question de porter la réflexion sur le musulman sénégalais face à l'appartenance confrérique et les implications de cette affiliation dans son mode de pensée, d'agir, bref dans toutes les dimensions de sa vie. Or la plupart des études ont porté sur les marabouts, sur les confréries elles-mêmes. D'autres ont fait le constat, l'explication ou l'analyse sommaire d'un islam sénégalais qui se présente sous la facette d'un islam confrérique. Elles permettent de comprendre avec plus de profondeur l'islam, les marabouts et les confréries au Sénégal. Pour autant, elles ne s'intéressent pas particulièrement à la question décisive de l'appartenance qui lie le musulman sénégalais à ses hommes et à ses ordres confrériques. De ce fait, notre tâche consiste à apporter notre pierre à l'édifice de la connaissance de l'islam au Sénégal, en essayant de répondre à la question des justifications et des implications de l'appartenance confrérique chez le musulman sénégalais. Pour ce faire, nous tâcherons de pénétrer le fond des écrits mystiques, d'explorer la pensée des cheikhs sénégalais propagateurs ou fondateurs de confréries pour comprendre, à la source, la profondeur d'un phénomène religieux et social et de même que le bien-fondé de son organisation. Cela est d'autant plus nécessaire que nous l'exige notre formation en langue arabe, en histoire des idées, en pensée musulmane et enfin en civilisation de l'islam en Afrique noire. Ainsi avons-nous procédé pour notre documentation, à l'exploitation des sources religieuses, historiques, sociologiques et politiques traitant de la question et dont nous avons pu entrer en possession, afin de nous tenir informés des travaux préalables et des différentes méthodes d'approche de leurs auteurs. Et en nous servant davantage d'entretiens avec des personnalités religieuses et d'enquêtes auprès des disciples, nous avons interrogé la société sénégalaise dans son histoire, sa stratification, ses composantes, ses croyances et ses formes de perception pour jauger l'adaptabilité d'un système religieux dont l'assise indéniable lui confère une particularité notoire en terre adoptive. Enfin, nous avons analysé la question de l'appartenance confrérique, l'attraction qu'elle exerce sur le musulman sénégalais et ses conséquences dans la vie de celui-ci. Il apparaît dès lors que notre étude veut rompre d'avec les jugements de valeur, le procès des confréries ou leur simple glorification. Elle se propose plutôt de contribuer à mieux percevoir le cheminement historique qui a abouti à l'implantation et à la consolidation des confréries religieuses au Sénégal, les raisons conscientes ou inconscientes, qui justifient la forte adhésion des Sénégalais à celles-ci et leur implication dans le quotidien de ces Sénégalais. Elle s'articule dès lors autour de trois principaux axes. Le premier axe traite de l'islam confrérique et de ses hommes au Sénégal. Cette partie est une réflexion sur le processus historique d'implantation et sur les facteurs qui ont favorisé l'islam confrérique au Sénégal. Il y sera question des fondements du soufisme qui secrète toute confrérie pour en faire ressortir les rapports entre la pratique mystique et l'appartenance confrérique d'une part, et d'autre part entre le guide spirituel et le disciple.
Le deuxième axe met l'accent sur la question de l'appartenance confrérique analysée sous l'angle de la pensée des cheikh sénégalais, suivant ses différentes formes et par rapport aux partisans du mouvement de renouveau islamique. Et enfin, le troisième axe étudie les implications de l'appartenance confrérique dans la vie religieuse, socioculturelle, politique et économique du disciple. Première partie, de l'islam confrérique et de ses hommes au Sénégal. Par ses hommes et par ses structures, l'islam sénégalais est essentiellement confrérique. Les musulmans du Sénégal se répartissent d'eux-mêmes et dans leur grande majorité dans les différents ordres confrériques du pays. On ne peut dès lors correctement appréhender l'islam dans ce pays ainsi que les agissements des musulmans sans passer par le canal des confréries. Et jusqu'à une époque très récente encore, le commun des Sénégalais ne pouvait se faire à l'idée de la simple proclamation des deux dimensions de la Shahada 2 et de la pratique de l'islam suivant ces 5 piliers sans aucune allégeance à une quelconque confrérie ou à un quelconque marabout. Pourtant, l'islam confrérique n'est que l'aboutissement d'un long processus historique de cheminement de la religion du prophète Mohammed au Sénégal, contrairement à ce qu'on serait tenté de penser. Pourquoi donc l'islam, non seulement porte le cachet de la confrérie, mais est aussi marqué par des figures désormais gravées dans les mémoires et les cœurs de nombreux Sénégalais? Qu'est-ce que ces figures ont de plus que leurs prédécesseurs pour mériter une pareille importance de la part de leurs coreligionnaires? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en essayant d'analyser d'une part, le cheminement suivi par l'islam au Sénégal pour aboutir à sa phase confrérique, et d'autre part, les facteurs qui ont contribué à sa consolidation et à son expansion. Sachant que les confréries ont pour fondement idéologique le soufisme, nous essayerons ensuite de chercher les rapports entre la pratique mystique et l'affiliation confrérique. Enfin, nous situerons dans le cadre de la mystique musulmane, les rapports entre le guide spirituel et son disciple, pour permettre de repérer le socle idéologique qui fonde les relations entre les différents hommes qui partagent la vie confrérique au Sénégal. Chapitre 1er, aperçu sur l'histoire de l'islam au Sénégal. La présence de l'islam au Sénégal est fort ancienne. Son histoire s'y confond 4, et détermine à bien des égards celle de ce pays dont la configuration géographique actuelle est la conséquence d'importantes évolutions aussi bien spatiales que terminologiques. 5. L'islam est à ce propos la première religion révélée à faire son apparition dans ce milieu jusqu'ici naturellement ancré dans les traditions animistes et fétichistes. Lentement mais sûrement, l'islam entreprit de saper l'aisance des religions traditionnelles, de disputer leur suprématie et de se hisser au premier rang des croyances de ce pays, en faisant preuve de flexibilité et en portant souvent dans son expression la marque de culte local 6. À ce propos nous retenons la remarque de Ibrahima Maron qui dit « Dans leurs faits et gestes quotidiens on constate chez les gens une étroite association de l'islam et du culte du génie, à telle enseigne que pour certains musulmans sénégalais, passer des prières islamiques à des pratiques animistes ne crée nullement un cas de conscience. Tout se déroule comme si l'islam avait réussi à s'implanter en épousant comme l'eau la forme du récipient qui la recueille. 7. L'implantation et l'expansion de l'islam ont suivi une courbe événementielle qui retrace sous des formes variées 8. Les étapes décisives de la religion révélée au prophète Mohammed que le professeur Amar Samb défend comme une religion traditionnelle au Sénégal 9. L'islam, religion largement majoritaire au Sénégal et dont la manifestation sous la forme confrérique porte la marque de son système, n'a pas toujours connu la même réalité contrairement à l'idée qui prévaut chez le commun des Sénégalais. Il faut cependant noter qu'un tel état d'esprit découle du fait que l'islam ne connut une réelle existence qu'avec l'avènement d'ordres confrériques, sous la houlette d'hommes de foi dont le charisme, le savoir et le courage les plaçaient bien au-dessus de leurs coreligionnaires 10. Aussi, les mutations sociopolitiques de cette époque favorisèrent-elles un confortable positionnement. Avant cela, l'islam qui se présentait sous d'autres formes connaissait une expansion encore timide. Le Sénégal a de ce fait connu un long processus d'islamisation qui s'est réalisé suivant 6 étapes distinctes qui seront illustrées dans ce qui suit. L'islam avant les Almoravides. La plupart des historiens situent la première ère de l'islamisation du Sénégal et de l'Afrique noire,
même au début de l'avènement du mouvement almoravide. Cette approche se justifie par la défaillance ou l'inexistence de sources écrites concernant l'histoire de la religion musulmane avant cette période. S'il est évident que les premières sources disponibles sont d'origine arabe, souvent de nature narrative ou descriptive, leurs auteurs n'apparurent pas avant le Xe siècle de l'ère chrétienne. Or, une information n'a de teneur scientifique que si elle est fondée sur des renseignements vérifiables et vérifiés. Cependant, d'autres éléments permettent de corroborer la thèse selon laquelle l'islam était bien présent dans le Bilad et Soudan, pays des Noirs, avant le Xe siècle. En effet, si les Almoravides ont joué un rôle de premier plan dans la diffusion de l'islam au pays des Noirs, ils durent leur succès à la grâce d'un roi musulman du Sénégal XII, qui a offert asile XIII et protection aux précurseurs de ce mouvement et dont les troupes combattront aux côtés des forces almoravides pour défaire la puissante armée du Ghana. Tout au plus, on peut avancer avec le professeur Omar Kane que le mouvement almoravide et surtout l'alliance entre le Tékreur et les Almoravides ont contribué à renforcer l'islam au Tékreur. 14. En outre, les mouvements de l'islam antérieurs aux Almoravides 15 en Afrique noire aux alentours du Sahara drainèrent de grands prosélytes. Il serait par conséquent incongru de penser qu'ils n'y avaient pas laissé les traces de l'islam. C'est pourquoi il serait tout à fait plausible d'avancer avec le professeur Rawan Mebaye que l'introduction de l'islam au Sénégal est antérieure à la naissance du mouvement almoravide. 16. Cependant, le champ de diffusion de l'islam était très étroit et ne pouvait toucher les peuples profondément attachés à la religion traditionnelle, et chez lesquels rien ne dénote une volonté particulière de leur faire accepter le message de l'islam. 2. Des Almoravides à la chute de l'Empire, du Mali. Avec le mouvement almoravide, 1040 à 1147, l'islam changea de face et de fond, il devint monacal, puritain et guerrier. 17. Sa présence devient plus réelle. Les Almoravides qui exercent leur ascendance de l'Andalousie au bord du fleuve Sénégal introduisirent une rupture décisive dans la forme d'islamisation en repoussant la prédication sectaire. Ils diffusent l'islam orthodoxe, officiel, malikite sans aucune espèce de fanatisme ni de mysticisme. 18, et adoptent le djihad comme moyen d'expansion et de conversion des infidèles. Le mouvement almoravide était en outre un mouvement de réforme islamique, pour l'établissement de l'islam originel et la restauration d'une véritable société islamique. 19. C'est dans cette perspective que s'inscrivent toutes ces conquêtes et que le Ghana est tombé dans les mains d'Abou Bakr ibn Omar en 1076, soutenu par les Noirs du Tékreur. Le roi du Ghana converti avait dans sa cour de hauts fonctionnaires musulmans, ces hommes de confiance pour la plupart, qui cohabitaient avec des princes en otage venant des pays conquis. La prééminence de l'islam de cour, dont tous les écrivains de cette époque de l'histoire ouest-africaine ont fait mention, trouve son origine dans ce contact entre musulmans et détenteurs du pouvoir royal. Cette situation aurait perduré par le sérieux et l'efficacité qui caractérisaient les travailleurs musulmans, et leur éloignement des pratiques fétichistes en cours, source d'une atmosphère de méfiance entre fils du terroir. Les révoltes des Noirs, nombreuses à l'époque, tenaient plutôt d'une volonté de liberté politique que d'une apostasie. Les Almoravides exerçaient toujours leur autorité sur l'empire du Ghana dont le Tékreur du premier roi musulman du Sénégal, Ouar Diaby Ndiaye, était vassal. Et à l'époque, le Tékreur était surtout un agrégat de peuples, 20, où coexistait la quasi-totalité des ethnies de ce pays en provenance du Mali et du Haut-Mauritanien. La tradition islamique du Tékreur serait donc similaire à celle du Ghana qui était un syncrétisme négro-islamique, résultant de deux fortes cultures. 21. L'observance des règles islamiques, parmi les chefs convertis, était loin d'être rigoureuse. 22. Plus tard, le Mali qui a construit son empire 1240 à 1488, sous les décombres du Ghana. 23, portera à sa tête le vaillant roi musulman Soundiata Keïta. Il opère une rupture politique avec les Almoravides, mais ceci ne diminue en rien l'expansion de l'islam sur l'étendue du territoire malien. Mieux, cette étape fortement marquée par la prolifération des activités commerciales a porté plus loin l'étendard de l'islam. Les mandingues, pour qui les métiers s'établissent dans l'ordre de noblesse comme suit. Guerre, commerce, prédication seront partout et dans tous leurs déplacements porteurs du message islamique. À la chute de l'Empire, 1488,
les Mandingues connaîtront de grandes migrations qui mèneront beaucoup d'entre eux dans la province sénégambienne du Gabu. Avec la décadence du Mali, la poussée islamique marque une pause. Auparavant, le commerce, or, cuivre, sel, cola, tissu, la circulation et l'action surtout de Mansa Musa Ier 1307 à 1332-24 ont signé un essor fulgurant au prosélytisme islamique. Malgré cet essor, l'islam demeurait élitiste, urbain ne pouvant aucunement être l'apanage du peuple. 3. De la chute du Mali à l'EVEIL, des tout couleurs. Cet intervalle de l'histoire de l'islam au Sénégal et de ses environs mérite d'être illustré. À l'inverse des périodes antérieures depuis le XIe siècle, la poussée de l'islam se serait amenuisée dans cette phase. En effet, la dislocation des grands ensembles ouest-africains a conduit à l'émergence de minuscules royaumes 25, sous l'égide d'hommes réfractaires à l'islam ou du moins insoucieux de son avancée. Le Tékreur en est un exemple édifiant. Il recouvre son indépendance en 1512 sous le nom de Fouta Touro, avec le Peulkoli Tengalaba qui mit fin à l'hégémonie mandingue et instaure la dynastie des Satigui. Son laxisme face à l'islam et son inféodation aux traditions foulbées amènent certains écrivains, dont Yahya Wayne, à taxer cette dynastie de païenne 26. Quand bien même l'idée d'un épisode païen serait tout à fait saugrenue, si nous considérons les récits des voyageurs européens faisant mention de la présence et la résurgence de l'islam avec les Tourodo qui suivit cette dynastie. Il faudrait plutôt se ranger du côté du professeur Omar Kane, qui, expliquant les raisons de la réserve des Awaya vis-à-vis des Hassan et des Dinyankoubi, montre que ceux-ci sont considérés comme les pires ennemis de Dieu, car tout en se proclamant musulmans, ils sont de redoutables coupeurs de route. Des pillards qui refusent les obligations découlant de leur adhésion à l'islam. C'est parce qu'ils sont des traîtres à l'islam qu'ils sont considérés comme des ennemis 27. C'est dire donc que cette dynastie n'avait pas rejeté l'islam, mais l'injustice qui la dominait l'éloignait des nobles principes de cette religion. Et voilà qui donnerait un sens à la position catégorique de Amar Samb sur la question lorsqu'il affirme que toutes les dynasties qui ont régné depuis les Peul Diobé de 934 à 1534, jusqu'au Almami de 1776 à 1881, en passant par les Saltigui de 1534 à 1776, ont fait de l'Islam une religion officielle et de leur pays un État théocratique. 28. Par ailleurs, l'empire Songhai naissant à l'Est aura à sa tête un chef nommé Soni Ali, farouchement réfractaire à l'islam. 29. Au sud, le roi du Siné Mbégan Ndour fondait à la fin du XVe siècle le royaume du Saloum. Le refroidissement que connut l'islam durant cette période est compréhensible. Car si le flambeau de l'islam a été allumé et ravivé dans l'enceinte de la cour royale, il s'éteint ou chancelle dès l'instant que le roi arrête d'exercer son action. En vérité, jusqu'ici l'islam dépassait timidement les frontières royales. Le caractère élitiste qui a le mérite d'avoir permis à la région de contribuer significativement au développement intellectuel du monde musulman, confina l'islam à un second niveau par rapport à la tradition. Bientôt, l'islam connaîtra une autre facette dans son évolution. 4. L'époque des Moudjahid. L'attiédissement de la prédication islamique avec le déclin de l'Empire du Mali fut le prélude d'une nouvelle ère de djihad qui prit effet avec l'avènement du mouvement de Nasser al-Din parti de la Mauritanie pour conquérir les royaumes au sud du fleuve Sénégal. L'attitude des souverains est en effet un sérieux prétexte pour le pieux marabout d'orienter son mouvement vers le sud dans le sens de lutter contre la tyrannie des rois, de mieux sensibiliser la masse du peuple et la ramener à l'orthodoxie musulmane, donc à une application stricte des principes de l'islam. Aussi s'agissait-il de déposer, partout, les rois traditionnels et de mettre à leur place de nouveaux dirigeants inféodés au parti maraboutique 30. Partant, le mouvement ne pouvait que rencontrer un accueil favorable auprès des populations asservies et opprimées. C'est pourquoi, malgré sa brièveté 31 1673 à 1677, il fit pencher au détriment de l'islam élitiste l'équilibre de la balance vers un islam populaire. Ce fut alors le début du processus, pour les masses, de s'approprier l'islam. Cette nouvelle tendance trouve un souffle nouveau avec le mouvement de réforme islamique sous l'égide de Tierno Souleymane Baal,
qui renversera en 1776 le régime laxiste et tyrannique des deux Nyanké pour fonder l'État islamique des Tourobés, 1776 à 1891. L'État de Souleymane Baal, établi sous le régime de l'imama, a été, à l'instar du mouvement de Nasser al-Din, une opposition contre la tyrannie des rois pour le règne d'un ordre de justice. Mieux, il écarta le joug des morts Trarza et engagea une profonde réforme sociale et politique qui ressort dans la harangue du guide rapporté par le cheikh Moussa Camara et cité par Amar Samb 32. La réforme de Souleymane Baal 33 a dès lors permis d'approfondir les racines de l'islam dans le Fouta Touro et de projeter les tout-couleurs à l'avant-garde du prosélytisme islamique au Sénégal. Le couronnement de l'œuvre de ces deux pionniers sera porté par El Hadj Omar Tall, 1796 à 1864. Son action 34 englobe, au-delà du Fouta Touro, une bonne partie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, aidé en cela par sa science profonde, son courage et surtout le mystère qu'il représentait devant ses coreligionnaires. Cet homme, dont l'action a sapé l'audience de la Qadiria au Sénégal en faveur de la Tijaniya dont il était missionnaire 35, et incarnant le symbole d'un grand résistant, n'a pas vu son projet se réaliser malgré son courage et sa ténacité en ce sens que les fronts sur lesquels il luttait le défavorisaient. Ce serait même par coup de miracle qu'il eût été en mesure de les contenir. Il voulut en même temps combattre les forces animistes et mener un front contre certains de ses coreligionnaires. C'est dire que le contexte dans lequel il ambitionnait de bâtir son grand ensemble ouest-africain marqué du sceau de la Tijaniya ne lui était pas propice 36. À la suite d'El Hadj Omar, d'autres hommes parmi lesquels Mohamed Ba, dit Mabad Yacouba et Mamadou Lamine Dramé 37 porteront le flambeau sans davantage de succès, balisant ainsi le chemin aux marabouts prêcheurs, véritables propagateurs de l'islam au Sénégal. Les confréries. Du XVIIe à la fin du XIXe siècle, le redéploiement de l'islam qui se fit sous sa forme guerrière s'est naturellement heurté à l'obstacle militaire parce que ne pouvant contenir, à la fois, la détermination de l'aristocratie locale et la puissante armée européenne qui coalisait pour défendre ses intérêts. Mais ces échecs militaires auguraient de la résurgence de l'islam en ce sens qu'ils affectèrent la ferveur résistante des hommes de foi, et permirent à l'impérialisme européen d'achever son œuvre de déstabilisation de la monarchie traditionnelle déjà trop éloignée de son peuple. D'où suivit un vide politique qui sera vite comblé par des religieux acquis à une nouvelle stratégie dans la diffusion de l'islam et la résistance contre l'occupation, et symbolisant l'espoir des populations. Leur charisme, leur savoir et leur piété préparaient de surcroît à remplir une telle mission. Dès lors, entrait en scène vers 1890, l'islam maraboutique fondateur des ordres confrériques à la tête desquels s'érigeaient des cheikhs soufis, véritables propagateurs de cette religion au Sénégal. Avec eux se rapportait le coup de grâce à la culture de l'élitisme. Ainsi, un islam prônant un idéal de justice et d'égalité s'élève au-dessus de la société des classes, devient l'apanage des peuples, et de ce fait connaît dans cette période une fulgurante expansion. Partout, l'islam s'élargit de jour en jour sous la férule des ordres confrériques dont le soubassement soufi légitime l'omniprésence du cheikh ou du guide spirituel. La confusion s'établit. Être bon musulman devient pour nombre de Sénégalais être apparenté à une confrérie en étant soumis à un marabout. Pouvait-il en être autrement quand une telle dynamique était impulsée par des hommes de la carrure de El Hadj Malick Sy, de Cheikh Amadou Bamba, de Ibrahima Niasse, de Cheikh Amala et autres dont l'égalitarisme prôné dans leur cadre organisationnel était à la mesure de l'idéal de justice de leurs coreligionnaires, des hommes dont le message s'adaptait à l'imaginaire collectif et remplissait un vide idéologique, des hommes dont le niveau culturel et les prouesses faisaient passer pour des signes de Dieu, des hommes dont la fermeté devant le colonisateur attirait la sympathie de leurs concitoyens. Tous ces facteurs favorisèrent l'implantation et la domination d'un système religieux, qui est de plus en plus bousculé par l'irruption d'un discours réformiste nourri par un environnement sociopolitique, par la sécularisation qui semble dominer les ordres confrériques et la diffusion de l'information islamique. Les mouvements associatifs. Si le professeur Amar Samb a soutenu la thèse de l'islamisation du Sénégal sous 3 formes,
Monsieur Mohamed Mustafa Dieye en ajoute une quatrième qui est celle du réformisme islamique ou de l'intégrisme 38. Cette dernière se veut un mouvement de rénovation islamique hostile à toute imitation servile de l'Occident, comme à toute attitude étroitement conservatrice. Elle est, bien qu'il compte des intégristes, une doctrine de moyen terme, d'équilibre, une doctrine de collaboration et de défense, de choix entre ce qu'il faut prendre, assimiler et développer, et au contraire ce qu'il faut repousser et combattre. Elle revendique, comme tous les mouvements réformistes musulmans, la restauration du principe de l'Hijtihad 39 contre le Taqlid 40. Cette conception de l'islam s'insurge contre le fétichisme religieux, la mystification maraboutique pour une foi éclairée, un islam revalorisé par une éducation religieuse qui apprend à distinguer le dogme et les institutions 41. Le réformisme est aujourd'hui incarné par des associations dont l'action envers les masses acquiert une audience sans cesse plus grande. S'il s'avère aujourd'hui prématuré de le poser en alternative valable à la confrérie, il n'en demeure pas moins que sa présence indubitable inscrit son œuvre dans les belles pages de l'histoire du Sénégal. Chapitre 2 – Naissance et consolidation des ordres confrériques au Sénégal. Les ordres confrériques essentiellement fondés sur la mystique ou le soufisme 42 deviennent à partir du XIIe siècle une nouvelle forme d'expression communautaire dans l'islam. Le premier d'entre eux serait la Qadiria née des enseignements dispensés par Cheikh Abd Qa accent circonflexe Dr al-Jilani, 1077 à 1166, dans son couvent construit vers l'an 1133 près de Bagdad. La Qadiria prit sa forme d'organisation confrérique 50 ans après la mort d'al-Jilani. La confrérie, à l'image du soufisme qui l'a sécrétée, sera d'autant plus favorisée par la léthargie politique de l'époque 43, qu'elle se propagea assez vite en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord. Elle gagnera le Sénégal à travers la Mauritanie, et y connut une forte diffusion entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. C'est avec elle que l'islam sort de son autarcie, dépasse sa phase guerrière pour devenir l'affaire aussi bien des masses, des résistants à la domination et des hommes de science. Partant, l'islam renaît et fait naître une nouvelle conscience, un nouveau type de rapport social et une nouvelle forme de résistance. Le contexte à la fois politique, social et économique est à l'aune de ces bouleversements qui mettent au devant de la scène un homme nouveau, religieux, cristallisant les espoirs des peuples longtemps victimes du mercantilisme colonial et de la cupidité des souverains. L'audience sans cesse plus grande de cet homme religieux, le marabout, justifie son emprise sur ses coreligionnaires et détermine les contours de l'organisation du système religieux confrérique qui rend désormais réelle et effective la poussée de l'islam. Le Sénégalais découvre, reconnaît et vit l'islam sous sa forme confrérique. Le contexte d'émergence des confréries. L'avènement des ordres confrériques qui constitue, selon Amar Samb, la troisième phase de l'évolution de l'islam au Sénégal coïncide avec un tournant décisif de l'histoire du pays. Depuis le XVIIe siècle, l'islam a fondé l'espoir des peuples opprimés par son opposition à la pratique barbare de l'esclavage qui alimentait le commerce atlantique et par les lueurs de son idéal de justice et d'égalitarisme. Mais son action de libération était vouée à l'échec, face à la détermination des armées de métier des souverains locaux et de la puissance européenne. Néanmoins, l'échec de son opposition armée et guerrière préparait son triomphe futur à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. En effet, la rupture introduite par l'abolition de l'esclavage en 1848 oblige le mercantilisme d'outre-mer à étancher sa soif du gain par l'adoption d'une politique économique territoriale et d'une administration directe des populations autochtones 44, ce qui oppose ses intérêts à ceux des souverains locaux qui les considéraient jusqu'ici comme étrangers. Cette nouvelle donne implique une surenchère entre le pouvoir autochtone éloigné de son peuple, et dont le rôle est désormais marginalisé, et le pouvoir colonial. La victoire de ces derniers instaure un vide politique, d'où suit une crise identitaire et une perte de repères qui seront bientôt comblés par les porteurs du message de l'islam dont l'action, à travers les âges, avait achevé d'exhiber l'arbitraire des souverains, d'affecter sérieusement leur pouvoir que le colonisateur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.